Et donc je l'ai fait finalement, et pour décider que je ne courrai plus jamais. C'est mon fait d'armes. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et toutes les 2 semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans les eaux troubles qui séparent les entrepreneurs des salariés. En tant qu'entrepreneur, dois-je rester entrepreneur toute ma vie ? Existe-t-il d'autres voies ? Thomas Didier, que j'interviewe aujourd'hui, a un parcours en plusieurs chapitres qui est un parfait exemple de la porosité entre le salariat et l'entrepreneuriat. D'abord employé au sein d'une grande organisation, il monte ensuite son projet pour finalement rejoindre une start-up, mais cette fois-ci en tant que salarié. On ne le dit pas assez, mais Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. Quand nous n'enregistrons pas d'épisodes, notre métier est avant tout d'accompagner les entrepreneurs qui refusent de se retrouver dans l'impasse à cause de crises humaines qui plombent leur boîte. Pour aller encore plus loin dans le refus de l'impasse et venir nous voir en vrai lors des événements que nous faisons chaque mois, le plus simple est d'aller sur www.yaniro.co et de vous abonner à notre newsletter. S'il n'y avait qu'une chose à retenir de cette introduction, ce serait cela. En attendant, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour Thomas. Salut Alexis. On est très bien. Ce matin, on a pris le temps d'arriver, de prendre un petit café et on enregistre pour la première fois dans nos magnifiques locaux à Station F, dans une salle de réunion qu'on n'a pas eu trop de mal à trouver. Donc les conditions sont vraiment pas mal. Aujourd'hui, c'est un épisode qui va être très 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 sympathique à plus d'un titre, déjà parce qu'on peut commencer à parler de l'univers étendu du podcast Yaniro, parce que Thomas, tu es actuellement en train de travailler sur le projet Herméo, qu'on avait rencontré dans l'épisode 5 avec Pierre Joly. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez marrant, comme quoi le monde est petit et les coïncidences sont grandes. Donc oui, depuis finalement 4 mois chez Herméo. Et là, on va pouvoir parler de beaucoup de sujets parce que aujourd'hui, on va aborder ton parcours un peu au complet qui comprend, alors pardonne-moi si je loupe des étapes, après les études salarié, puis une phase où tu réfléchis au projet que tu montes, puis le projet qui s'arrête, puis qu'est-ce que je fais maintenant, puis salarié, puis Herméo. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Multiples rebonds déjà en à peine une petite dizaine d'années d'expérience professionnelle. Donc déjà, je vais peut-être te laisser, avant même de parler de ton parcours, te présenter. Comment tu décrirais ce que tu fais à Herméo. On passe un petit coucou à Pierre, j'espère qu'il nous écoutera. Et puis peut-être rappeler à nos auditeurs ce que c'est que Herméo. Ouais, grand plaisir. Alors peut-être juste pour la petite note d'intro. Donc je suis originaire de l'Est, je suis vosgien d'origine. J'ai 33 ans et effectivement j'ai rejoint Herméo, donc on pourra largement parler de mon parcours plus tard dans le podcast, mais j'ai rejoint Herméo donc il y a 4 mois en tant que Product Marketing Manager, sachant que maintenant j'ai un petit peu bifurqué vers le rôle de Head of Marketing, donc CMO. L'idée c'était d'intégrer en fait Herméo pour repackager un petit peu l'offre produit, de bien redéfinir la proposition de valeur, mais aussi le positionnement marketing. Et c'est vrai que ça a été assez intéressant de rencontrer Pierre, peut-être qu'on en rediscutera un peu plus tard en détail, mais où j'ai senti un total alignement entre mon passif d'ingénieur matériaux et puis surtout mon parcours de quelques années, on va dire, d'entrepreneur dans le secteur de la tech. Donc là, on va faire un petit saut dans le passé. On va commencer du début, si tu le veux bien. Avec plaisir. On est quand ? On est en 2009, c'est ça ? Tu termines tes études et tu commences à travailler, ou on est encore plus c'est plus vieux que ça ? Alors effectivement, on est en 2009, septembre 2009 exactement. Donc je suis diplômé de l'EIGM, donc l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux. Donc diplôme d'ingénieur matériaux européen en poche. Une opportunité qui se ferme chez Airbus parce que la structure passe filiale du groupe, donc dernier arrivé, premier sorti. Et finalement, par presque un premier rebond, je me retrouve à intégrer le ministère de l'Industrie, en tout cas une structure qui s'appelle la COFREN, sur de la gestion de projets à la fois informatique et normes et sécurité. Donc l'idée c'était de représenter les intérêts des grands industriels français à l'échelle européenne, donc sur de la norme, sur la sécurité et sur des projets informatiques qui permettaient de suivre la certification des gens qui sont amenés à faire des opérations terrain, donc que ce soit tout type de contrôle, ce qu'on appelle non destructif, que ce soit sur des trains, des centrales nucléaires, des bateaux. Donc un projet
trouvais super intéressant pour un jeune diplômé comme moi, ce qui m'a fait venir d'ailleurs à Paris, parce que j'ai quitté ma Lorraine natale. Et puis ce projet finalement qui va durer un peu plus de 2 ans, qui va m'apporter énormément de choses d'un point de vue professionnel, qui va énormément structurer à la fois mon expérience mais aussi ma réflexion, mais surtout qui va me faire me rendre compte que c'est pas du tout ce que je veux faire, que ce côté très cadré, très organisé, avec un peu un plan de carrière tout défini, parce qu'on me projetait facilement à 5 ans en disant voilà, ta carrière ça va être ça, voilà le rythme, voilà potentiellement ton futur salaire. Bon, ça m'a fait extrêmement peur, et finalement au bout de 2 ans, grosse remise en question, et surtout grosse envie de reprendre un peu en main ma vie. Donc vraiment ce côté un peu je reprends les rênes de ma vie, et une démission donc qui est venue de façon assez abrupte, alors qui a été liée à pas mal de choses, à la fois pro et perso. Pro parce que je sentais que je m'ennuyais, et puis perso parce que ça a chamboulé à la fois dans ma vie perso sentimentale, mais aussi familiale, avec en l'occurrence des problèmes de santé de ma mère, où je me suis dit mais je vais pas passer toute ma vie à faire ça, je me sens pas bien, je suis pas totalement épanoui, donc stop. Et donc finalement cette démission qui se transforme en une rupture conventionnelle de contrat, après discussion avec mon directeur, et donc qui me permet finalement d'avoir un peu de visibilité sur la suite, j'entends d'un point de vue financier. Et quand tu as choisi cette première expérience, où effectivement c'est un petit rebond, ça s'est fait avec 2-3 ricochets, c'est ce que tu voulais faire, c'est pas ce que tu voulais faire, c'était quoi ton état d'esprit? Parce que à la fin tu arrives à la conclusion, ok, bon ça m'a permis de savoir que c'est pas ça que je voulais faire, mais comment tu avais appréhendé ce chapitre-là au démarrage? En fait, au démarrage, je voyais ça comme une belle opportunité, parce que ça liait à la fois ce côté technique de l'ingénieur, donc vraiment travailler avec les opérateurs terrain, avec les industriels, mais aussi ce côté très consulting, gestion de projet, où j'animais finalement des communautés, des groupes de travail. Donc ça, c'était finalement un bon mélange des deux. Et puis, il y avait aussi ce côté un peu plus IT, donc vraiment commencer à toucher un peu à la tech, parce que c'était du développement avec des sociétés de prestat, des gestions de projets informatiques. Donc, en fait, c'était quelque chose que j'avais très peu vu dans mon école et que j'avais envie de toucher. Donc, c'était un peu commencer à me mélanger les deux mondes, parce que finalement, en 2009, même si j'ai encore une vision très, très petite de ce que je voulais faire plus tard, et puis surtout très petite de ce qu'était l'entrepreneuriat à l'époque, j'en avais quasi aucune idée. Je savais que j'avais envie de toucher à ça en me disant peut-être que c'est une petite porte que je vais me laisser ouverte pour la suite. Et finalement, je me suis un peu rendu compte au fur et à mesure de ces 2 années que cette porte, j'avais envie qu'elle grandisse et j'avais envie de sortir. Donc, il y a eu une espèce de maturation un peu de cette idée-là pendant ces 2 ans. Et alors, question un peu socle, pas forcément facile d'avoir la réponse, mais on peut essayer d'explorer ensemble. T'avais les idées claires sur le parcours que tu voulais avoir, même au moment où tu étais étudiant, où tu t'es laissé un peu porter, où il y avait des gens qui avaient un parcours pour toi? Je pose la question parce que toutes ces cas de figure existent. C'est-à-dire typiquement quelqu'un qui est très bon en France, va y avoir un petit côté, tu fais ça, et puis tu fais telle école, puis après tu seras dans les hauts potentiels de machin, et puis et je sais pas trop comment ça s'est passé pour toi. Alors moi, c'est assez marrant parce qu'en fait, je pense que j'ai un parcours un peu typique, et surtout pas du tout structuré, dans le sens où en fait post-bac, même pendant le bac, au moment où on décide finalement de l'orientation future, je me rends compte qu'en fait je sais pas du tout ce que je veux faire. Ce qui est certain, c'est que j'avais 2 opportunités, donc c'était soit intégrer une école d'ingénieur ou de commerce, même si j'ai assez vite fait mon choix pour rejoindre une école d'ingé. J'avais aussi cette potentialité d'aller en école en prépa intégrée, prépa tout court, et finalement je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de bosser, donc un peu par fainéantise je pense, et par opportunisme, j'ai préféré aller donc à l'EIGM. D'une part parce que je savais que je rentrais directement dans le vif du sujet, donc je passais pas par ces 2 années de prépa où tu bosses comme un fou et t'es pas certain derrière d'avoir ce que tu veux, parce qu'il y a ce fameux concours que tout le monde redoute, et il y avait cette ouverture à l'international. Donc c'était un peu ce côté, je vais peut-être un peu moins bosser, je vais peut-être un peu plus voyager, donc je vais m'ouvrir à beaucoup plus d'opportunités, je vais rencontrer beaucoup plus de personnes. Donc en gros, je me laissais peut-être 2 ans de plus pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire, parce que je le savais pas du tout. Et ça a été un peu comme ça le cas, je pense, tout au long de ma jeunesse. Alors bon, collège, lycée, je pense que comme tout le monde, j'étais assez bien drivé, mais je sentais que j'avais quand même une fibre un peu plus scientifique. Donc ça s'est fait de façon très naturelle. Il n'y a eu aucun push de mes parents ou de mon entourage. C'est vraiment moi qui ai été leader sur la décision. Mais je pense que par la suite, étant un peu
un peu hésitant sur le parcours, j'ai préféré décaler le choix à quelques années et finalement je pense que ça a été la meilleure des décisions que j'ai pu prendre parce que le UGM de par son parcours scientifique est incroyable. Cette école, malgré sa jeunesse, parce qu'elle a à peine une trentaine d'années, contrairement aux mines et autres grandes écoles, c'est très quali et puis surtout l'ouverture à l'international m'a fait grandir très très vite et je pense que c'est un des premiers éléments, une des premières briques de mon parcours qui a suivi parce que j'ai pu m'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres dynamiques, rencontrer tout un tas de personnes très, très divers et je pense que ça m'a énormément enrichi. Et donc c'est peut-être cette richesse-là que finalement j'ai perdue au sein de la COFREN, donc au ministère, parce que j'étais peut-être un petit peu trop cloisonné dans des missions. Il y avait peut-être un contraste un peu fort, quoi. Exactement, tout à fait. Et donc là, on arrive au premier rebondissement du périple un peu de l'Odyssée, de ton Odyssée personnelle, où tu voulais démissionner, ce qui est quand même un geste fort, et ça se transforme heureusement donc en rupture conventionnelle, ce qui te permet d'avoir accès donc à un matelas financier sous la forme du chômage. Oui, tout à fait. Comment ça se passe juste après ? C'est-à-dire, là, tu as signé les papiers, tu es allé voir nos amis de Pôle emploi qu'on salue, hein, et donc là maintenant, tu es lâché dans la nature. Ouais, alors c'est vrai que j'ai vraiment de bons souvenirs de cette période-là parce qu'il y a ce côté un peu bipolaire déjà de l'excitation en disant je suis libre, je fais ce que je veux, je peux créer ce que je veux, le monde est à moi. Et puis il y a ce côté aussi très pragmatique, très terre-à-terre qui est mais en fait, je suis qui ? Qu'est-ce que je veux faire ? Et comment ça marche Pôle emploi ? Et ok, on m'a dit que j'avais le chômage, mais comment je le touche ? C'est combien ? Et donc finalement, il y a cette dualité entre cette excitation très forte avec ce lot d'opportunités qui s'ouvre, même si on ne sait pas exactement quelles sont-elles. Et puis il y a ce côté très pragmatique qui est, mais en fait, demain, je ne vais plus au bureau. Et je fais quoi ? Et donc ce début de phase-là, il a été... assez complexe dans sa approche, pas compliqué mais complexe dans le sens je savais pas par quel bout prendre la chose et je pense que même si ça s'est fait assez naturellement, je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus accompagné à ce moment-là parce que là on se retrouve un peu lâché dans la nature et pour avoir connu d'autres amis qui ont vécu la même expérience que moi, c'est vrai qu'on était tous un peu perdus. Mais donc globalement en fait j'ai pris les choses de façon assez simple en me disant ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'en sais pas finalement grand-chose, je vais essayer de me renseigner, je vais aller sur le terrain, je vais rencontrer du monde. Donc j'ai un peu continué ce que j'avais fait lors de mes études, à savoir rencontrer du monde. Et c'est là où finalement je me suis rendu compte de cette diversité et de cette richesse de l'écosystème, on va dire start-up au sens large du terme français. Et donc j'ai participé à énormément de meet-up, j'ai fait des start-up week-ends, j'ai participé à plein de choses. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'idées potentielles que j'aimerais bien développer. Donc j'ai aidé partiellement certains amis ou certaines personnes que j'ai rencontrées sur des réflexions projets, de la communication, un peu de process, tout ce que finalement j'avais un peu appris pendant mes 2 ans au ministère. Et puis finalement, ça s'est fait un peu naturellement parce que donc, pendant cette année, il y a 2 éléments clés. Donc, le premier, c'est des rencontres un peu impactantes qui m'ont permis de structurer plus ma réflexion sur qu'est-ce que je voulais faire. Et puis surtout, c'est ce défi totalement débile qui donc c'était un peu en amont même de ma décision de partir du ministère parce que c'était en août 2012 où j'ai un de mes meilleurs amis d'école d'ingé qui un samedi après-midi totalement bourré sur les quais de Seine, j'ai plus peur de le dire maintenant, mais me dit ouais, un jour on fera le marathon de Paris tous ensemble, c'est trop bien le sport, le running c'est de la folie, c'est une hygiène de vie et tout, alors qu'à l'époque on était plus en mode after work que legging basket le soir. Et donc finalement, la petite bande de potes qui est là sur les quais de Seine se dit allez, pourquoi pas en 2013, pourquoi pas faire le marathon de Paris. Et donc le marathon de Paris, c'est début avril d'ailleurs, c'est là prochainement. Et donc on se dit go. Et en fait, dans la phase un peu de préparation de ce défi, on va dire collectif avec mes amis, je me rends compte qu'en fait, il y a cette problématique du courir seul qui est juste pénible parce que c'est toujours, je pense, et quand je dis on, c'est assez global à tout le monde, mais ce problème de la motivation, tant qu'on n'a pas goûté au bonheur et à l'impact positif que peut avoir la course à pied sur soi, on a peur d'y aller et puis des fois on n'a juste pas envie. Et en fait je me dis comment se fait-il que quand on y va ensemble, on est motivé, c'est fun, on partage des bons moments, alors que quand je dois y aller tout seul le matin ou le soir, ça me fait juste chier. Et donc de là émerge une idée qui est mais en fait la force du collectif, ce côté limite un peu pression sociale positive, est peut-être à creuser parce que le running,
tout le monde le dit, et il y a des études à l'appel qui sont sorties sur le sujet pour montrer qu'il y a un impact bénéfique à la fois sur le perso et le pro, et comment on peut un peu incentiver les gens à le faire régulièrement jusqu'au moment où en fait ils auront entre guillemets le virus et ils seront totalement autonomes dans la pratique. Et donc là émerge l'idée finalement de créer une plateforme, une espèce de blablacar de la course à pied, donc ce qui deviendra par la suite Joggin. Donc cette idée finalement de jouer sur le collectif pour faire des sessions de running en groupe. Et donc là, on a une bonne partie des ingrédients en fait de cette phase-là, c'est-à-dire un moment momentané où tu n'as pas du tout envie de retrouver un job de salarié, j'imagine. Ouais, tout à fait. Déjà, de base, tu t'es dit cette expérience de salarié, elle était pas top, mais peut-être que du coup, ça ouvre un nouveau chapitre. Exactement. Il y a un côté un peu réaction à chaud au chapitre d'avant. Il y a une ouverture d'esprit où tu fais plein de choses, tu rencontres, tu dis allez, si je suis pas, du coup, là je parle un peu, sous ton contrôle, hein, si c'est pas tes mots, tu les échangeras. Mais j'ai pas envie d'être salarié, du coup je vais bien me rentrer dans un milieu plutôt entrepreneurial, start-up, tout ça, donc je l'explore un peu, je vois ce qui se passe. Ouais, tout à fait. Et au final, un peu comme dans chaque bon storytelling de start-up, un projet entre potes sur des choses, j'imagine que tu faisais avant, tu faisais du running un petit peu peut-être. Quasi pas du tout, quoi. Pas vraiment, du tout. Ouais, on faisait un peu de foot ensemble, on courait de temps en temps, mais vraiment, à l'époque, j'étais vraiment pas du tout sportif, quoi. Je me projette en 2012, alors que maintenant, je fais du triathlon longue distance, je fais du sport quasi tous les jours. Non, c'était un autre moi à cette époque. Donc, c'était d'autant plus fort que de se lancer ce défi et de se dire on va le relever ensemble, parce que c'était une manière finalement d'aller se chercher sur d'autres choses que simplement le festif ou le professionnel entre copains. Anecdote personnelle, j'ai vécu à peu près la même histoire en fait. C'est-à-dire, moi je suis pas du tout coureur. Ma petite amie court beaucoup et donc son groupe d'amis est très très runner. Et je me suis retrouvé embarqué dans un semi-marathon pour le coup à Porto, exactement dans les mêmes conditions, avec le même niveau d'ivresse, en disant allez bon je le ferai. Et après me dire putain pourquoi j'ai dit oui, maintenant faut que je m'entraîner tout seul c'est nul. Enfin et donc je l'ai fait finalement. Super, et pour décider que je ne courrai plus jamais. C'est mon fait d'armes. Très bien, donc là c'est le début du chapitre Joggin. Avant d'entrer dans ce chapitre-là, le chapitre d'avant, donc qui a duré une année à peu près, quel souvenir t'en gardes? Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien? Parce que je pense à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette phase-là à se dire à la fois excités par l'ivresse de la liberté et peut-être très effrayés parce que on sait que la bête en cage à qui on ouvre la porte de la cage, des fois elle a un peu envie de rester dedans. Parce que c'est aussi rassurant. C'est marrant parce que c'est une période, encore une fois, je disais tout à l'heure, qui est assez complexe dans le sens où on a tout un lot d'émotions qui cohabitent. Encore une fois, on est, je dirais pas apeuré parce que c'était pas forcément le ressenti que j'avais, mais un petit peu embêté par cette multitude de projets potentiels, cet univers énorme que je découvrais. Donc c'est un peu ce côté, je suis plongé, on me jette dans un océan et puis débrouille-toi, nage et essaye de trouver une île sur laquelle t'installer. Et globalement, c'est ce côté un peu perdu, de dire mais une grosse remise en question personnelle du mais qui je suis, qui est-ce que j'ai envie de devenir, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Donc il y a ce côté un peu difficile parce que on se retrouve un peu livré à soi-même et c'est vrai que ce côté un peu seul dans un écosystème qu'on ne connaît pas peut être parfois difficile à gérer. Et puis il y a encore une fois ce côté où on se dit que tout est possible et donc c'est extrêmement enivrant parce qu'on a envie de faire plein de choses et je pense qu'il y a à la fois ce besoin d'un peu toucher à tout pour être sûr de valider des hypothèses personnelles qui sont je veux faire ça, non je veux pas faire ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Et puis il y a ce côté aussi un peu de rationalisation, de se dire mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, de creuser une idée, de se donner les moyens de la creuser suffisamment, mais peut-être pas d'aller trop loin pour se dire ouais en fait j'ai investi trop de temps, trop d'énergie, peut-être un petit peu d'argent là-dessus. Donc c'est vrai que cette période-là elle était assez étrange parce que je regrettais parfois un peu mon passif de salarié parce que j'avais encore beaucoup d'amis qui étaient eux-mêmes salariés, donc on est sur un espèce de rythme un peu différent où le soir quand on se retrouve autour d'un verre ou d'un run on discute du boulot et puis il y a les amis qui sont au bureau qui vont dire ah ça me fait chier machin, et puis et toi t'as fait quoi? Moi, je suis allé à un meet-up, j'ai lu des articles, j'ai écouté des podcasts. Ah ouais, donc en fait, t'as un foutu. Et donc en fait, il y avait toujours un peu cette
cette comparaison et puis au bout d'un moment finalement ça vient naturellement parce que on prend je pense un peu plus de confiance et de maturité sur le projet qu'on veut faire et que ça soit donc dans mon cas qui suis lancé sur la création d'une entreprise donc vraiment à fond d'entrepreneuriat ou certains amis qui eux par exemple sont repartis dans le salariat soit dans des startups donc comme premier employé soit qui sont revenus sur des postes un peu plus standards parce qu'ils se sont rendus compte que finalement c'était pas ce qu'ils cherchaient donc c'était une période assez étrange mais je pense extrêmement formatrice qui m'a aidé à compléter ce que j'avais déjà un peu ressenti sur ces 2 premières années de salarié. Et donc là, on arrive à la création de ta boîte, de ta première boîte, du Oui. coup. Alors, comment tu veux raconter l'histoire ? Comment ça se passe ? Par quel bout tu le prends pour donc celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette phase-là ? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de cette époque création de la boîte ? Alors, je pense que c'est vraiment chaque expérience est différente d'une personne à une autre, mais alors je sais pas si c'est le destin, je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas via les rencontres un peu impactantes que j'ai eues pendant cette année un peu de transition, il y a une personne, donc Eleanor Peak, qui elle était sur un autre projet entrepreneurial, pareil, qui était sortie d'une compagnie avant où elle était salariée et qui lors d'un startup week-end rencontre deux néo-entrepreneurs ou deux futurs entrepreneurs qui avaient un projet à peu près similaire au mien, qui était eux beaucoup plus global parce qu'ils pensaient une plateforme pour motiver tout le monde à faire du sport, mais vraiment multisport. Et puis elle me dit le lendemain de ce week-end-là, écoute Tom, il y a 2 personnes que j'ai rencontrées ce week-end, super sympa, une bonne vision de ce côté motivation par le sport, bien-être, santé, etc., qui est assez proche de ce que toi tu m'as pitché comme projet de plateforme collaborative ou communautaire sur le running. Ça vaudrait le coup que vous rencontriez, que je vous mette en relation. Donc elle fait l'intro, on se retrouve, on déjeune ensemble et là c'est un peu je pense une forme de destin où je me rends compte que je suis totalement aligné avec les valeurs de ces 2 personnes, qu'on a une vision globalement assez proche de ce qu'on veut créer pour les autres, savoir cette plateforme un peu de motivation pour pratiquer le sport plus régulièrement. Et puis on décide lors des discussions de se focaliser uniquement sur le running en disant il faut qu'on prenne le problème par un côté. On peut pas se permettre de tout faire parce que d'un point de vue positionnement de l'offre, d'un point de vue marketing, ça va être compliqué d'adresser toutes ces communautés de sportifs parce qu'on parle pas de la même manière à un runner ou une runneuse que un footballeur, une tenniswoman. Donc il y avait cette idée de se focaliser sur le running et donc c'est un projet qui va naître de façon assez naturelle, donc courant de cette année de transition, donc en 2013, pour émerger donc en fin de l'année sur une première ébauche de plateforme qui deviendra donc qui s'appellera donc Joggin. Et toi, tu faisais quoi donc là-dedans ? Parce que vous êtes répartis le travail tous les 3 ? Ouais, alors c'est là où je pense que c'est une des premières erreurs qu'on a pu faire dès le début, c'est qu'on avait finalement 3 profils assez similaires. Mes 2 associés, eux, étaient beaucoup plus market, business. Moi, j'étais plus tech, de fait de mon passif d'ingénieur. Alors, je dis passif, d'ailleurs, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais donc en fait, moi, j'étais plus sur la partie finalement product / marketing. J'étais un peu on va dire la figure qui représentait Joggin, parce qu'il y avait toute cette histoire, ce storytelling autour de ce défi qui avait fait émerger cette envie de pratiquer le running. Là où mes 2 associés, eux, étaient plus sur la partie un peu business, partenariat, pour développer finalement la communauté. Et tu dis premier chaos sur la route, première erreur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas là dans cette équation-là ? C'est alors, parfois on entend le terme de consanguinité ou de profil trop similaire. En fait, on manquait premièrement cette composante technique. On n'avait pas de lead technique, donc ce qui fait qu'on a fait énormément d'erreurs dans le choix de nos partenaires, dans la manière de développer à la fois la plateforme web et celle mobile. Trop proche aussi dans la vision, donc ce qui fait qu'on était souvent d'accord, donc ce qui fait que parfois on manquait un peu de challenge entre nous sur des choix qu'on a fait et pour lesquels on était d'accord, alors que finalement c'était des mauvais choix, mais ayant un peu la même philosophie, le même background, les mêmes expériences ou expertise, en fait on allait tout le temps dans la même direction, ce qui n'est pas forcément quelque chose de bon quand tu lances un projet, et surtout quand tu lances ton premier projet, où tu as besoin de beaucoup te challenger. Et je pense que là où aussi on a fait une erreur, en tout cas au début, parce qu'après ça a été rattrapé, c'était le manque d'accompagnement. Alors je dis ça pas parce que je suis dans ton podcast, mais plus par le fait que, étant tous les 3 des néo-entrepreneurs, on ne savait pas
trop comment mener les choses. Et en fait, rapidement, on a réussi à raccrocher cet accompagnement avec le MoveJ, qui nous a pas mal aidé à nous structurer, surtout à nous poser les bonnes questions. Et je me rappelle les premières réunions qu'on fait avec eux où finalement on nous dit mais ça va pas le faire là. Vous trois associés, vous êtes trop similaires et attention warning quoi. Et donc déjà à l'époque on nous avait mis ça en avant. Et vous arrivez à les prendre, ces retours, ces feedbacks, à les intégrer ou c'est difficile ? Alors, on les intègre, mais je pense que comme tout bon néo-entrepreneur, finalement, on s'assoit un peu dessus. Globalement, je sais qu'on a écouté d'une oreille, c'est presque ressorti aussi vite de l'autre. Et c'est ce qui explique que d'ailleurs, à peine un an après, cette association saute, parce que cette première finalement phase de l'aventure Joggin était sur fonds propres. Donc, on avait chacun investi un petit peu de nos économies. On avait fait une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank et en fait, on arrivait finalement à la fin du premier cycle qui était, on a dépensé tout ce qu'on avait sur cette première version un peu bêta, le MVP de Skate Joggin. On est encore trop immature pour aller chercher des fonds, que ce soit sur des business angels et encore plus sur des VC. Et donc là, se pose rapidement la question, donc au bout de 8-9 mois, presque un an, sur c'est quoi le next step quoi. Et donc finalement, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas de next step pour cette première association entre nous. C'était quoi le business model que vous projetiez à l'époque ? Parce que donc il y a effectivement du développement sur la plateforme que vous financez en fonds propres. Oui. Et à terme, comment c'est censé tourner ? Alors le premier business model qu'on avait imaginé, c'était donc 100% gratuit pour les runners et on allait monétiser finalement cette communauté en allant chercher donc en B2B ou en B2B2C les marques, donc que ce soit des équipementiers, des distributeurs, donc des magasins ou des distributeurs digitaux, pour finalement promouvoir leurs marques dans cette communauté-là. Donc il y avait le côté gratuit qui devait nous servir à faire du gros, donc finalement à créer la plus grosse communauté de runners en France, puis ensuite on voulait l'étendre à d'autres pays, et puis de monétiser celle-ci, donc pour générer du cash, pour réinvestir dans le développement de la plateforme via les marques sur de la mise en avant, donc sur du réseau social, de la newsletter, des activations physiques, qui était un de nos gros enjeux, c'est-à-dire ramener finalement certains runners, par exemple, dans des magasins pour faire des sessions de test et de découverte produits. D'accord, ouais, donc vous êtes sur un pur modèle où va falloir investir pendant un petit moment avant que l'argent revienne. Exactement, oui. Et c'est par le manque finalement de financement, parce qu'encore une fois on était sur fonds propres, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros, donc trop peu pour développer une vraie expérience digitale, que ce soit encore une fois web ou mobile. Et donc c'est là où finalement quasi au bout d'un an l'association saute, parce que les deux associés avec qui je suis se rendent compte que déjà ils sont plus vraiment alignés avec le projet tel qu'il a évolué, et puis surtout qu'ils ont d'autres envies. Donc il y a cette idée finalement de partir. Donc un repartira finalement par la suite sur un poste de salarié chez un grand du sport français, et puis l'autre continuera, parce qu'en parallèle il avait déjà des activités un peu de consulting, de freelance, finalement décidera de reprendre ces activités-là à temps plein. Ok, donc là tu es tout seul à bord. Oui. Comment tu le vis à la fois la fin de cette époque-là, cet élément perturbateur, et donc nouvelle inconnue, parce qu'il va falloir soit continuer, soit faire autre chose, soit faire monter d'autres gens. Enfin, tu sais, tout est possible à ce stade-là. Exactement, ouais. Alors la transition, elle n'a pas été aussi nette, c'est-à-dire que ça s'est un peu recouvert les deux périodes, parce qu'en fait pendant la phase on se rend compte que ça va pas continuer, on n'a plus le cash pour vivre l'aventure, qu'on va se séparer parce qu'il y a un désalignement de la vision et de l'envie de chacun. À titre personnel, je me dis finalement un peu rebelote, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je continue, sachant que j'aurais pu investir encore un petit peu, mais là on parlait de quelques milliers d'euros, donc ça aurait été ridicule, surtout potentiellement dangereux pour m'endetter énormément. Donc cette option-là a été vite écartée, et c'était est-ce que je tue le projet là et en fait on arrête et on termine l'aventure, on fait une belle annonce et voilà, on aura essayé, ça aurait été une super expérience, que globalement j'ai passé une année incroyable avec ces deux associés. Ou alors est-ce que je trouve quelqu'un avec qui m'associer pour donner un espèce de second souffle à Joggin. À ce stade-là, ça marchait en face, même si c'était pas monétisable ou monétisé, mais est-ce que là il y avait un engouement sur le produit ? Ouais, tout à fait. C'est alors un début d'engouement. On avait quelques milliers, peut-être dizaines de milliers d'utilisateurs, réguliers très peu. Globalement, on avait un produit qui n'était pas assez, on va dire, sticky, donc voilà, il y avait peu d'utilisation, en tout cas un usage assez faible, mais il y avait quand même, on sentait un début de traction.
petite traction, mais traction quand même. Et donc c'est là où j'ai vite réfléchi à une association avec quelqu'un d'autre en me disant mais je peux pas arrêter maintenant parce que déjà j'ai pris goût au running, c'est un projet qui fait sens et que dans lequel je me retrouve totalement parce qu'il y avait ce côté entrepreneurial mais aussi entrepreneurial avec un produit qui, encore une fois, qui a du sens parce que je savais que j'impactais la vie de personnes autres que moi. Et puis, il y a finalement, pendant les discussions, un des acteurs avec lequel on travaillait déjà partiellement, qui s'appelle Top Chrono, qui fait de la chronométrie de course, donc un des acteurs historiques et un des leaders en France, qui organise par exemple, qui co-organise parce qu'il est sur la chronométrie de la Parisienne, typiquement la course à Paris. Et donc on se rend compte qu'eux avaient cette envie d'aller vers plus de digital, parce que nativement ils étaient vraiment sur du physique, de l'organisation de courses ou du chronométrage de courses, et ils veulent aller sur du digital parce qu'ils sentent que c'est les nouvelles dynamiques, il y a déjà plein d'applications qui sont lancées, et ils nous regardaient d'un très bon œil. Et finalement, donc en discutant avec le fils et la fille du fondateur de Top Chrono, on se rend compte qu'on a des valeurs communes, que cette idée d'impacter un peu la vie des autres, de dynamiser cette pratique du running en France et d'amener plus de santé bien-être chez les gens, peut passer par une association entre ce côté très physique qu'eux ils ont, donc une énorme communauté de runners, et puis nous, cette expérience très digitale qui va aller peut-être chercher des personnes qui n'ont pas envie de faire des courses le dimanche, mais qui veulent juste courir avec leurs copains, copines la semaine. Et donc c'est là où finalement la transition se fait encore une fois de façon assez naturelle parce que plutôt que de lancer leur propre projet d'application mobile, Top Chrono décide de s'associer à Jogging, et donc finalement cette association se transforme en un rachat qui sera effectué grâce à une première levée de fonds avec des business angels. Donc on décide d'aller voir un peu nos amis, nos proches, des business angels qui sont dans l'écosystème, on va dire, sportif / running français. Et on lève à cette époque-là de souvenirs à peu près 300 000 euros qui vont nous permettre donc, de racheter Jogging, donc de finalement rendre à chacun des 3 premiers associés l'investissement personnel qu'on avait mis. Et puis surtout d'investir sur on va dire la V1 ou la bêta++ de cette version qu'on avait nous-mêmes développée. Donc un peu améliorer l'expérience utilisateur. Et alors, du coup, comment ça se passe, donc, cette nouvelle épopée ? Alors, cette nouvelle épopée, ça se passe en 2 temps. Donc ça va durer un peu plus de 2 ans. Une première année magnifique, parce que une forte croissance grâce à l'arrivée de Top Chrono donc, dans la dynamique, une communauté plus grosse, donc forcément une optimisation assez rapide de l'application, des fonds pour recruter, donc pour commencer à accélérer un peu le développement, aider à la partie commerciale pour aller chercher beaucoup plus de partenaires, donc finalement ça fait rentrer plus d'argent, donc on rentre dans ce cercle vertueux qui finalement est assez grisant quand on est entrepreneur parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sait que c'est pas encore, les métriques c'était pas fou à l'époque, mais on sent que le petit début de traction qu'on a vu la première année, là il est confirmé et ça s'accélère et ça devient un peu excitant, d'autant plus que à cette époque, donc là je parle, on est en 2014, fin 2014, début 2015, le running est en plein boom, tout le monde parle du running, toute la presse traditionnelle, la presse sportive, on entend que ça. Et nous, on est en plein cœur de ce tourbillon, entre guillemets, médiatique. Et on se rend compte que finalement, ça marche. Et donc, cette première année, elle est assez fantastique. Parce qu'on se développe vite, on se décide même, et ça c'est deuxième erreur, même si on en a fait je pense d'autres entre temps, mais deuxième erreur, on se dit super, ça marche en France, alors que finalement c'était que le début, on était encore en train de valider nos hypothèses. On se dit tiens, on va l'ouvrir à l'international, parce qu'en fait les runners français vont courir à l'étranger, les runners étrangers viennent de temps en temps courir en France lors de leur week-end ou de leurs vacances. Allez, soyons fous, on va ouvrir l'Angleterre, pourquoi pas ouvrir l'Espagne, le Portugal, et puis par opportunité, on a des appels du pied du Canada, donc on va ouvrir le Canada. Et donc finalement, sur cette première année, on part tout azimut dans tous les sens. On se sent un peu pousser des ailes. Donc, je pense que c'est un peu le côté grisant de l'entrepreneuriat au début, quand on a assez peu de recul sur le sujet, où on a l'impression qu'on fait tout bien et donc on peut aller très vite et on a tous ces succès qui résonnent en tête, des grosses startups françaises ou étrangères qui réussissent incroyablement bien. Et donc, on se dit, ouais, mais on est comme elles. Et donc, c'est bon, c'est parti. Et puis après, il y a deuxième année où là, c'est le retour de la réalité. L'effet un peu waouh est passé, donc on continue de grossir. On a une traction qui est assez intéressante, mais qui est finalement pas aussi ouf qu'on le pensait. Et puis retour à la réalité parce que ce petit vent médiatique passé, on rentre dans le concret, donc dans l'opérationnel pur, et on se rend compte que nos process sont pas bons, que nos cycles commerciaux sont pas bons, que notre même discours est pas le bon, donc on va dire notre positionnement global est pas le bon d'un point de vue value propre, mais aussi purement produit. On se rend compte que d'un point de vue RH, c'est pas ça, tant dans le recrutement que dans le management. Donc, en fait, on commence à regarder chaque aspect
on va dire basique d'une entreprise, en tout cas d'une jeune entreprise, d'une start-up, et on se rend compte que finalement on a fait toutes les conneries du monde, toutes celles qu'on nous dit de pas faire, toutes celles qu'on lit dans la presse, sur les blogs et autres, en fait on les a toutes faites, et donc là c'est un peu le dur retour à la réalité. On se dit mais là, on va pas très bien. On est en train de crasher, en train de cash burner à fond. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on essaye de réoptimiser tout ça, mais il y a tellement de chantiers en parallèle. Et puis, il y a ce début un peu d'inertie qui fait que, en fait, pendant cette deuxième année, on se rend compte qu'on va dans le mur. Et donc là, c'est un peu essayer d'écoper pour pas que le bateau coule aussi vite qu'on le voit couler. Et finalement, rattrapé par la réalité, en mai 2016, on se décide à passer en redressement en disant que ça va pas le faire. Donc on avait déjà dégraissé l'équipe qui à l'époque était un peu plus d'une vingtaine de collaborateurs, donc présents dans ces 5 pays. Donc on commence déjà à fermer un peu les pays, à se refocaliser sur la France, à se refocaliser sur certains acteurs. Et malgré ça, en fait, le plan de redressement qu'on travaille avec le mandataire judiciaire n'est pas bon, n'est pas validé, et donc c'est la liquidation. Et donc là, c'est un peu le coup près qui tombe, la grosse douche froide, parce que là, c'est fini, quoi. C'est quelqu'un appuie sur le buzzer et terminé, quoi. Et donc le rideau se baisse, et en septembre 2016, donc la liquidation est prononcée. C'est la fin de l'aventure, et donc là, c'est de nouveau, et c'est quoi la suite? Alors avant de passer à la phase liquidation, ce que tu dis, vous avez fait toutes les erreurs possibles, et en fait avec le recul, comment tu lis ça quand tu le mets sur vous, enfin sur les fondateurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je te donne l'hypothèse que j'essaye de formuler dans ma tête par rapport avec ce que tu m'as donné, donc fatalement je n'ai pas toutes les infos. J'ai un peu l'impression que donc vous êtes porté par une vague qui est beaucoup plus grosse que vous, qui est la vague du running, globalement, c'est-à-dire vous avez misé sur le bon cheval. Oui, tout à fait. Vous avez misé sur le bon cheval, donc fatalement, il y a une hype qui est forte. Vous avez vu la vague avant les autres. Alors, est-ce que c'est coup de chance, est-ce que c'est coup de vision? C'est probablement un peu des deux. Oui, tout à fait. Et donc, vous êtes très focalisé sur le futur. Très aussi, tu le dis toi-même avec beaucoup de transparence, un peu hypé par les autres modèles de start-up en disant faut faire de l'international, faut ouvrir des pays, faut machin, au lieu de structurer les bases. Donc vous avez une approche très cash burn justement, là où vous étiez dans un business model qui ne génère pas assez d'argent à l'instant T. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, Comment tu élaborerais plus que moi, parce que moi j'hypothèse, mais toi tu as vécu. C'est un peu ça, de ce côté hype, tout à fait, parce qu'en fait on parlait beaucoup, en gros on parlait très positivement de nous. Alors il y avait forcément des détracteurs, comme dans tout projet, mais je pense qu'on avait un peu ces œillères du néo-entrepreneur qui fait qu'on a l'impression que tout va bien. Et donc on se cache un peu, je pense qu'on s'est beaucoup caché ce qui n'allait pas, parce qu'on préférait se concentrer sur ce qui allait, parce que c'est un peu une sorte de récompense en disant voilà, j'étais salarié, j'étais pas content, je suis parti, j'ai lancé mon projet il marche, ça commence à générer de l'attraction. Donc quand j'en parle autour de moi, que ce soit à mes proches, que ce soit à mes anciens collègues, que ce soit à mon nouvel écosystème, et finalement j'ai envie de leur dire que tout va bien. Et donc finalement, en répétant que tout va bien, en tout cas à titre personnel, je pense que c'était un peu la même chose pour mes associés de l'époque, c'est se cacher les choses qui vont pas. Et pour autant, on les vit au quotidien, parce qu'il faut quand même traiter tout ça. Mais je pense que voilà, il y a une forme un peu de mise à l'écart des problèmes, en se disant non, mais ça va aller, l'attraction est là, on va optimiser tout ça, et peut-être pas clairement un manque de maturité qui fait que peut-être pas le bon focus, à savoir de vouloir tacler les problèmes. Dès qu'il y a des problèmes qui ont surgi, on aurait dû se focaliser en disant tiens, pourquoi ça marche pas, pourquoi là notre métrique il est en 2 chiffres alors qu'on en voudrait en 3. Vous étiez une boîte de chez nous il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Exactement, c'est ça. Et donc ce qui est extrêmement préjudiciable quand, encore une fois, tu es sur ta première expérience, parce que tu n'as pas du tout de recul, tu n'as pas d'éléments pour trouver ces solutions rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est que le temps tourne, et que le problème va avoir tendance à grossir, et la plupart du temps ne disparaît pas. Donc tant que tu ne l'as pas résolu, tu ne peux pas te permettre de passer à autre chose. Donc je pense qu'il y a eu ce manque d'expérience. Alors quand je dis qu'on a fait effectivement toutes les bêtises du monde, c'est plus par
manque d'expérience que par volonté de les faire. Il y avait pas, je pense qu'on était tous les trois extrêmement bienveillants et bien pensants, mais c'est juste qu'on ne savait pas faire. Et peut-être que là, on aurait dû avoir un peu plus de prise de recul, peut-être demander plus de mentoring ou d'accompagnement d'autres personnes du réseau pour qu'on puisse peut-être de façon plus naturelle remettre les pieds à terre sur des choses très pragmatiques et savoir comment résoudre tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. Alors, je veux dire, c'est un petit peu ce que ça m'évoque, notamment parce que c'est des choses qu'on peut rencontrer dans des boîtes qu'on accompagne ou dans des gens qu'on rencontre. Je pense qu'il y a un équilibre, et ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, d'expérience. Il y a un équilibre qui est très complexe à trouver entre une forme d'optimisme très fort quand on travaille en start-up, à plus forte raison quand on la pilote, et une forme de réalisme très dur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Tu peux être dans un business model où tu sais que tu ne vas pas être rentable avant 3-4 ans, et que c'est un petit peu comme ça, et que donc va falloir que l'argent soit injecté ailleurs, par des BA, par des fonds, par d'autres choses. Et je pense qu'il y a... un tropisme très fort dans le milieu startup vers l'optimisme, de dire il faut être optimiste, ce qui est bien, si tu t'embarques dans un bateau type Christophe Colomb pour explorer un nouveau continent, t'espères que le capitaine a un peu foi dans le fait qu'on va trouver quelque chose, mais et j'ai l'impression qu'effectivement dans certains cas de figure, quand c'est poussé à l'extrême, ça peut être très 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 dangereux, notamment dans une startup qui n'est pas dans une logique où elle vit sur fonds propres, qui n'est pas dans une logique de rentabilité très forte au démarrage, parce que fatalement tu te fais rattraper par les problèmes. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que il faut avoir un bon équilibre entre ces deux aspects. Il faut rester très optimiste, parce que comme tu as très bien dit, en tant que capitaine de bateau, tu dois de dynamiser les équipes, tu dois de projeter cette vision et de garder cet optimisme, sans quoi finalement le projet a peu de chances d'aboutir, parce que c'est quand même, je vois me concernant, venant du milieu ingénieur, d'être passé par le ministère, de me lancer dans l'entrepreneuriat tech, dans le sport, j'avais aucune crédibilité à faire ça. Donc, il faut quand même être un peu optimiste et peut-être limite un peu fou pour se lancer. Je me rappelle des discussions assez lunaires au début avec certains acteurs. On me disait, mais vous êtes personne, mais pourquoi je bosserai avec vous, quoi. Et puis en même temps, ouais, je pense qu'il faut être assez pragmatique et très, très terre à terre sur son approche, en se disant, au quotidien, que ça soit une start-up ou une autre type de boîte, il faut que ça soit structuré, il faut qu'il y ait des process, il faut qu'il y ait de la vision concrète sur le produit, sur le management. Donc il y a certaines choses qui sont obligatoires d'avoir, de mettre en place et de piloter pour être sûr que ça fonctionne. Donc effectivement, il y a cette dualité entre le côté très visionnaire, un peu déconnecté de la réalité, et en même temps, ce côté, il faut que je sois dans la réalité, parce que c'est là où ça se construit, et je ne peux pas emmener la start-up ou le projet plus loin que là, maintenant, le présent. Et donc, tu liquides, tu fermes la boîte avec tes associés de l'époque. Quel souvenir tu gardes de cette période-là, donc de la fin en fait de l'aventure qu'on t'annonce? C'est un peu le coup près, quoi. C'est effectivement, c'est fini. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu la sentence est donnée. On voit l'image au tribunal avec le coup de marteau. C'était une période qui était assez... en fait, à la fois assez complexe, encore une fois, assez difficile humainement, parce que forcément, fin de l'aventure, donc il y a investissement financier, investissement humain, il y a de l'émotion forte, parce que finalement, c'est un projet au global de plus de 3 ans. Il y avait un pari par les enfants du fondateur de Top Chrono de se lancer dans le digital, de s'associer avec moi. Donc, il y a eu énormément de ressentis négatifs à la sortie de cette liquidation. Donc, assez dur à vivre humainement, ce qui maintenant, avec du recul, est totalement compréhensible, parce que c'est dur d'avoir ce lot d'émotions très négatives qui déferlent, et d'arriver à prendre du recul et dire non, mais ça va aller, etc. Donc c'est vrai que ça a été humainement assez compliqué. Et puis il y a aussi forcément tous les partenaires, les prestataires, les acteurs avec lesquels on a collaboré, qui se sentent lésés, parce qu'il y avait aussi un impact financier pour eux sur des fonds qu'on a typiquement pas pu rembourser, des acteurs qui se sont trouvés lésés. Donc ça, c'est aussi dur de se dire, mais je voulais faire le bien, je voulais apporter de la valeur à l'écosystème, et puis en fait, je le détruis en partie, je complexifie la vie de certaines personnes. Donc ça a été humainement et personnellement dur à vivre.
Et en même temps, et je pense que c'est ça certainement qui m'a aidé à rebondir assez vite derrière, c'est que c'est une super expérience. Comme toutes les expériences, je pense qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les expériences de vie sont extrêmement bonnes à prendre, surtout avec du recul quand on arrive à les comprendre, les analyser et les valoriser, mais extrêmement importantes parce que en fait, je me rends compte que qu'importe ce qui peut arriver, encore une fois d'un point de vue pro ou perso, on peut toujours rebondir. Il y a toujours un après, comme par exemple après une rupture amoureuse. Et ce moment-là, même s'il est dur, finalement, il est important pour se repositionner en se disant, ok, bon, où est-ce que j'ai merdé ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que j'ai bien fait aussi ? Ce qui est tout aussi important d'ailleurs à faire et qu'on fait peut-être pas suffisamment, de dire, mais en fait, ok, mes faiblesses sont celles-ci, mes forces sont là, ça j'ai aimé, ça non, ok, je peux... Donc, c'est une phase de transition vers un après qui, moi, donc, m'a permis d'aller sur, de nouveau, le salariat, mais qui est extrêmement importante et qu'il faut savoir un peu j'ai embrassé dans le sens prendre à bras-le-corps pour vraiment la valoriser un maximum. Donc, Et qu'est-ce qui te permet de faire ça ? Parce que donc c'est, comme tu l'as dit, c'est une phase qui est complexe, qui est difficile. Toi, tu te motives ou tu te donnes aussi la mission de regarder le bon côté de cette expérience parce qu'il y a un après, parce qu'il y a un rebond. Qu'est-ce que tu trouves comme ressources en toi qui te permettent de faire ça ? Il y a deux choses qui m'ont permis de rester positif malgré la difficulté de la situation. Il y a la première qui est le sport. Clairement, c'est cet équilibre de vie. Alors, je ferai même une mini parenthèse sur on va dire son environnement propre, donc ses proches principalement, donc la famille qui est aussi un des piliers sur lequel il faut savoir s'appuyer, et famille, que ce soit la famille, mais aussi les proches, type les amis de longue date, qui ont été vraiment d'incroyables supports à ce moment-là. Et puis le sport, qui est devenu maintenant et qui est encore aujourd'hui un vrai pilier, parce que sur ce switch-là, finalement, je suis un peu... Alors, aussi, je pense par hasard, le switch vers le triathlon et donc une pratique un peu plus poussée, donc plus de sport, du vélo, de la natation, donc finalement des pratiques où aussi, en plus de la course à pied, qui permettent un peu cette évasion, cette réflexion, cette prise de conscience du moment, de ce qu'on est, de ce qu'on veut être. Donc je pense que ça m'a énormément aidé à un peu comprendre et passer à autre chose. Et puis la deuxième chose, c'est toujours dans cette idée un peu de me connecter au réseau, d'échanger avec les gens. C'est un business angel qui voulait investir dans Jogging. Donc au moment où on a senti un peu le vent tourner et qu'on s'est rendu compte qu'on allait cracher la boîte, on s'est dit on va essayer de faire un petit gap financier. Donc on avait contacté des BA qui n'avaient pas investi sur le premier tour. Et en fait, un de ces BA me confirme que finalement c'est normal, que les erreurs que j'ai faites, ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs, que c'est pas grave, qu'il faut que je valorise cette expérience-là et surtout en me disant ça, me propose un poste dans une start-up dans laquelle elle avait investi. Et donc là, finalement, c'est deux éléments, le sport qui me permet de garder un peu cet équilibre personnel, professionnel, et puis ce réconfort apporté par une personne extérieure qui me dit non, mais c'est pas grave ce que tu as fait, au contraire, c'est bien de t'être craché parce que tu as appris plein de choses, peut-être plus que si jamais ta boîte avait réussi, puis qu'au bout de 6 ans, ça vivotait. Wow, il y a plein de choses à dire. Là, je vais essayer de ne pas monopoliser la parole, mais la première chose que tu soulignes, et ça s'est fait un peu structurellement par ta boîte, qui était très un pied dans le sport, c'est que, j'aime beaucoup le terme que tu emploies, tu avais un autre pilier. Tu avais d'autres piliers. Et ça, c'est très très important parce que j'en profite pour parler aux entrepreneurs parmi nous qui se mettent corps et âme dans leur job et uniquement leur job et qui l'assument, qui disent voilà, je fais des sacrifices dans ma vie, etc. etc. La réalité, c'est qu'on est dans un domaine dans lequel il y a énormément d'échecs. Les startups meurent, c'est comme ça. Et ça fait partie du jeu, il ne faut pas se mentir. Quand on a tout misé là-dedans et que ça se passe mal, ça devient très, 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 très difficile de se redresser de ça. Alors que, effectivement, quand tu as d'autres piliers que tu as maintenus, notamment le sport qui est très bon, qui est très personnel, le triathlon qui est une pratique sportive qui est très exigeante, et un cercle familial, amical proche que tu as maintenu, un pilier s'effondre, il y en a d'autres sur lesquels se reposer. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est extrêmement important et c'est quelque chose que j'ai un peu découvert comme ça sans vraiment l'avoir formalisé, mais c'est un des conseils que je donne, je pense, le plus souvent ces derniers temps sur ce besoin d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle avec différents piliers au cas où, comme tu l'as très bien dit, un s'effondre, les autres sont là pour soutenir. Et
Et il y a aussi ce fait que quand vous avez fatalement donc, étendu vos ailes dans l'écosystème, des DBA, des choses comme ça, et cette personne-là, je ne sais pas si on peut dire son nom, mais qu'on peut vraiment en tout cas saluer, il se reconnaîtra, j'imagine. C'est un super message qu'il t'envoie. Il t'envoie un message qu'on diffuse pas tant que ça en France, qui est « Ok, t'as monté une boîte, elle s'est crashée, guess what ? C'est tout à fait prévu au programme. Et toi, t'as vécu des choses que d'autres qui ne se sont pas crashées n'ont pas vécues. Et je trouve que c'est super. Et j'ai très, très, très envie de te faire monter à bord d'un autre projet parce que t'as cette expérience. » Je force un petit peu le trait, mais j'imagine que c'est ça. Et ça, c'est phénoménal parce que ça permet d'éviter un message qui est absurde, qui est de stigmatiser l'échec dans un sport qui est le sport des startups où l'échec fait partie du jeu à 90% des cas. Ouais, tout à fait. On peut la citer, hein, c'est Nathalie de Chalut, qui est une investisseuse assez importante, qui a investi dans énormément de projets et qui effectivement souhaitait investir. On avait eu, je pense, au-delà de l'alignement sur le projet et la vision du projet, mais vraiment un fit humain où on s'est rendu compte que on était en accord avec nos valeurs et qu'elle retrouvait en moi des choses qui l'intéressaient dans des projets, parce que c'est vrai qu'on dit souvent un investisseur va investir dans le projet, mais aussi et surtout dans l'équipe. Et donc je pense que c'est ce qu'elle était venue chercher chez Joggin en partie. Et donc c'est vrai que ça m'a énormément réconforté quand elle m'a proposé de rejoindre une des startups dans laquelle elle a investi, donc hors série, parce que le fondateur avait besoin de un peu densifier son équipe avec des profils un peu plus expérimentés et surtout encore une fois, vu que j'avais fait un peu toutes ces bêtises ou toutes ces erreurs dans mon expérience passée, elle savait que j'arrivais avec une expertise un peu plus forte et surtout avec avec plus de recul et plus de hauteur sur comment réussir ou en tout cas comment bien piloter une startup. Et donc, tu bascules un peu sans trop réfléchir, ça se fait un peu naturellement, je dirais plutôt, dans une nouvelle vie de salarié, dans une start-up. Alors là, comment ça se passe ? Toi, tu te dis, bon, ok, très bien, j'y vais. Déjà, première question, parce que je suis très attentif à ces choses-là, tu t'en doutes. Est-ce que finalement, il n'y a pas un deuil de la boîte d'avant qui est un peu obligatoire. Normalement, quand quelque chose se termine, il y a un processus de deuil qui se met en place, qui accompagne le changement, que tu n'as pas le temps de consommer. Est-ce que tu banques un deuil quelque part que tu n'as pas fait ou qui va te rattraper plus tard dans l'histoire, ou finalement, non, en fait, tu l'as juste fait très vite et ça se passe bien ? Alors ça s'est fait en 2 temps. Premier temps, donc effectivement très vite. C'est vrai que le rebond se fait en l'espace on liquide officiellement donc par décision de justice en septembre. Et de souvenir, je crois que je commence officieusement en octobre et officiellement le contrat signé début novembre. Donc c'est vraiment rebond très court. Donc j'ai pas vraiment le temps de m'apitoyer sur mon échec, de me torturer sur ce qui s'est passé, ce que j'ai bien et surtout ce que j'ai mal fait. Mais surtout, c'est marrant, tu as cité le terme de mot banque. En fait, le deuil se fait encore un peu maintenant, même si y a prescription, mais par l'investissement financier que j'avais mis sur le second tour de table, donc quand on fusionne avec Top Chrono, avec ces investissements qui courent encore, donc sur du prêt bancaire, du prêt familial. Donc en fait, ce deuil, finalement, je l'ai eu en pointillé finalement ces dernières années parce que j'ai toujours ce rappel à l'ordre de t'as fait des choix, t'as fait des erreurs, maintenant il faut les assumer. Donc ça s'est fait en 2 temps et je trouve que c'est assez positif parce que finalement on va dire ce remboursement financier qui continue de courir me permet de toujours garder un peu je dirais pas ouvert la cicatrice, je suis pas à ce point à me torturer, mais de garder en tête ce que j'ai mal fait pour ne pas l'oublier tout de suite, parce que je pense que là ça fait 3 ans globalement que 2 ans et quelques que j'ai rebondi post Joggin. Je pense que c'est encore un peu frais et qu'il faut vraiment que je continue à valider cet échec pour en sortir beaucoup plus d'expertise et de maturité. Ok, ouais, j'aime beaucoup cette image d'un prélèvement mensuel qui vient te rappeler, ok, voilà, les causes ont des conséquences. Tout à fait. Les actions ont des conséquences plutôt. Ok, donc tu bascules dans une vie de salarié.
dans un poste donc de bras droit, enfin de CEO, c'est ça plus ou moins? Voilà, c'est ça, directeur des opérations, donc COO. Donc à la fois salarié, mais on va dire salarié plus. Bon, ça ne veut rien dire, mais globalement avec une transversalité assez forte dans l'entreprise, parce que l'idée c'était de structurer les process, l'équipe, donc vraiment, comme tu dis, bras droit du CEO. Et puis une autonomie totale, parce que le CEO m'embauche avec le contrat qui est je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Tu n'es pas fondateur, tu n'es pas nécessairement associé, mais c'est tout comme quoi. Mais voilà, c'est tout comme quoi. En mode, à l'époque, je rentre, on est 4-5 dans la structure, c'est beaucoup de juniors, donc le fondateur a un bras droit technique et globalement c'est tout. Donc il me dit, voilà, toi avant tu avais une équipe d'une 20aine de personnes, tu as gravi des étapes que nous on ne connaîtra, tu as fait des choses que nous on fera peut-être jamais, donc globalement je vais pas te dire comment faire ton boulot. Donc moi j'attends de toi de l'expertise, donc top, parce que finalement je sentais que j'avais à la fois cette capacité finalement de valoriser tous les apprentissages que j'avais pu faire pendant cette période de jogging, tout en ayant finalement la sécurité du salariat, en me disant c'est pas ma boîte, je suis pas associé, donc je sais que je vais pas être pris à partie en me disant en gros la décision, même si j'avais un impact fort, ne me revenait pas. Donc je savais que j'étais juste là pour effectuer la tâche, pour amener le plus vite possible, le plus haut possible la startup, et c'est tout. Donc il y avait cette sérénité retrouvée dû au fait d'être salarié, voilà, je t'apporte mon expertise, mais pas plus. Donc ça me permettait, je pense, de commencer cette pas le deuil, mais cette valorisation de l'échec. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour que tu rebondisses c'est quoi, de 2 fois jusqu'à arriver à Herméo, c'est ça? Oui, alors il y a, pour faire peut-être rapide, il y a donc sur hors série en fait une première phase donc ultra dynamique où je réfléchis un peu les process avec le CEO, on met plein de choses en place et je sens qu'il y a une vraie bonne dynamique, mais au bout de quelques temps je me rends compte que finalement le projet n'est pas celui que je cherche, que finalement ce que je peux apporter c'est pas le bon moment ou que c'est pas la bonne manière et qu'il y a une espèce de peut-être de désalignement avec ce que veut faire le CEO de cette société. Et voilà, étant salarié, je me dis, mais je ne veux pas perdre mon temps et surtout, je ne veux pas faire perdre le temps au CEO. Donc, au bout de 6-7 mois, je me décide à quitter le projet. Donc, une décision qui se fait très, très bien. Finalement, une rupture conventionnelle à nouveau qui me permet finalement de prendre un petit peu de temps en off pour savoir comment rebondir. Et finalement, ce quelques temps off se passe très, très vite parce que c'est l'histoire de quelques semaines où, en activant mon réseau, je me retrouve sur plusieurs offres, dont une chez Forest Admin, qui est une des startups du startup studio eFounders, où il y a un gros besoin sur le marketing. Et donc, c'est des choses que finalement j'ai fait un peu de façon continue depuis que j'ai lancé Jogging, parce que j'étais principalement sur du produit et du marketing. Et donc là, je prends le poste équivalent de CMO chez Forest. Donc une aventure qui va durer 1 an. Et encore une fois, en fait, un super projet, une super dynamique, une équipe incroyable, mais un alignement qui n'est pas total par rapport à ce que j'ai envie d'apporter, par rapport à là où j'ai envie d'aller en tant que salarié dans une startup. Et donc, finalement, pour toutes ces raisons, une décision, encore une fois, avec le CEO, donc très bien vécue, d'arrêter la collaboration au bout d'1 an. Et à nouveau, un peu par le biais du réseau, et donc cette fois-ci par le biais d'Axeléo, le rebond chez Herméo, parce qu'ils cherchaient un Product Marketing Manager pour être un peu le liant entre les équipes Product, Sales et Marketing, et ils avaient besoin surtout d'un profil un peu plus expérimenté, et donc il s'avère que je collais parfaitement. Donc voilà, un double rebond finalement qui se fait assez naturellement avec 2 expériences totalement différentes, donc à la fois sur de l'opérationnel pur, sur du marketing pur, sur des startups à la fois donc hors série sur du soft mais aussi du hardware, parce que c'était de l'impression de livres à la demande, donc d'installer des imprimantes chez des Cultura, Leclerc, Fnac, et puis un projet très très tech chez Forest. Donc finalement 2 compléments très pertinents avant de revenir sur quelque chose de à la fois tech et plus industriel chez Herméo. Et est-ce que tu es certain à toutes ces étapes-là, et peut-être encore maintenant, que tu veux rebasculer dans une vie de salarié, ou même si salarié en start-up, c'est un petit peu différent de salarié dans une grande structure, ou est-ce que tu te dis, bah non, j'aimerais bien relancer quelque chose. Enfin, comment ça s'organise dans ta tête En fait, ça c'est encore une fois assez naturellement. Il y avait cette envie de stabiliser finalement ma dynamique professionnelle, et donc je me sens extrêmement bien en salarié actuellement chez Herméo, d'autant plus que
encore une fois, c'est en start-up. Je suis un des profils peut-être les plus, pour pas dire âgés, donc je vais dire expérimentés. Donc finalement, je suis non pas associé, mais c'est tout comme parce que je vais participer à beaucoup de décisions stratégiques. Donc je me sens un peu entrepreneur. En tout cas, j'ai toujours cette dynamique un peu entrepreneuriale. Et pour être vraiment totalement épanoui, donc sur cet aspect entrepreneurial, parce que forcément ça titille, une fois que tu l'as goûté, c'est dur de totalement l'oublier. En fait, l'année dernière, donc en août, en discutant donc avec Arnaud, qui est Head of Product chez Screen, un très bon ami avec qui je fais du triathlon, et puis Laure, qui était mon équivalente chez Slide, donc une autre startup de Defenders, donc qui est CMO aussi. En fait, on a cette envie de monter un meet-up autour du produit, parce qu'on est tous les trois des passionnés de produits. On aime rencontrer les gens, on aime partager un peu les best practices, on aime apprendre de ces personnes, et on se rend compte qu'on le fait chacun un peu individuellement de notre côté, donc on se dit un peu quel serait le format, et au final au bout de quelques discussions on se rend compte qu'on va lancer un meet-up tous les trois ensemble, et on va créer finalement ce côté un peu cette start-up qui n'en est pas vraiment une, parce que c'est vraiment un pur projet perso, de développer cette dynamique là. Et donc le dernier avait lieu hier, et finalement c'est dorénavant une des plus grosses communautés produits en France, ou en tout cas sur la scène parisienne, avec cette idée de faire un événement mensuel sur une thématique autour du produit, que ce soit du design, du marketing, du management, etc. Donc finalement, je garde ce côté un peu entrepreneurial via ce projet personnel, et je me sens totalement épanoui dans un statut de salarié plus, dans le sens où j'ai quand même un peu de fibre entrepreneuriale partagée avec les fondateurs d'Herméo. Et tu as gardé l'amour du sport de ton époque jogging. Et tout à fait, ouais, je continue à pratiquer donc le triathlon, qui me permet de plus être simplement sur la monopratique de la course à pied, et puis que j'ai largement diversifié avec l'alpinisme, avec l'escalade et encore d'autres pratiques. Bon, très bien. Waouh, quelle épopée. J'espère que ça aura vraiment donné beaucoup d'idées et de recul à des personnes qui sont en train de vivre certains des chapitres que tu es en train de détailler. On va arriver à la fin de cette discussion. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Comme tu sais, on a des petites questions qui sont rituelles de fin d'interview, et celle-là, je pense qu'elle te parlera beaucoup. On aime bien considérer que les entrepreneurs sont plus des héros ordinaires que des super-héros, des Jedi qui tombent, se trébuchent, réussissent, des fois réussissent pas. Et dans ton côté sombre, si tu vas un peu dans ta grotte voir les choses que tu n'as pas envie de voir qui te concernent, qu'est-ce que tu verrais ? C'est une très bonne question. En fait, ce que je pense, j'aurais peur de voir, c'est peut-être ce côté un peu fragile, dans le sens manque d'expérience ou d'expertise sur certains sujets, limite un peu la fameuse imposture dont on parle souvent dans l'univers des startups. C'est ce côté, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je suis vraiment compétent ? Donc peut-être ce côté manque d'assurance sur ce que je fais, qui je suis et pourquoi finalement je suis dans cette dynamique-là. Donc c'est un peu, je pense, un peu les démons de la plupart des entrepreneurs, quoi. C'est est-ce que on a vraiment cet impact qu'on veut avoir ? Et pour recoller un peu avec ce qu'on se disait précédemment, c'est ce côté l'optimisme total ou le côté un peu hype, c'est de se dire mais est-ce que vraiment est-ce que je développe une application là pour l'industrie, pour aider les opérationnels à être plus autonomes, etc. Est-ce que vraiment ça a un impact ? Est-ce que je change entre guillemets le monde ? Donc ouais, je pense que j'aurais un peu peur de me retrouver face à ces éléments de est-ce que je suis celui que je suis vraiment ? Est-ce que je suis celui que je prétends être ? Et tu connais vraiment l'adage, hein, le simple fait d'avoir une connaissance de sa part d'ombre, ça permet de pas être surpris quand elle débarque. Bon, on va s'arrêter là. Où est-ce qu'on envoie peut-être des personnes qui nous ont écoutés, qui ont été très intéressées, qui souhaitent discuter avec toi ou bien suivre un petit peu tes aventures ? Comment est-ce qu'elles peuvent prendre contact avec toi ? Alors tout simplement via LinkedIn, donc Didier Taux sur LinkedIn, la même chose sur Twitter, sur les deux leviers, puis sinon via Herméo, donc herméo.com, qui est donc encore une fois la startup que j'ai rejoint il y a quelques mois et dont j'aurai le grand plaisir d'en dire plus. Bon bonne suite d'épopée et puis peut-être Alexis. À une prochaine fois. Au revoir. Ça marche, au plaisir, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode,
Vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, lundi, pour le prochain épisode.